Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un avocat qui nous vient du Gabon. Il défend les intérêts de l'ancien directeur de cabinet du président de la République gabonaise, M. Brice Lacruche Alianga. Nous recevons donc Ange Kevin Zigou qui plaide au barreau de Libreville. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Depuis mi-décembre dernier, votre client Brice Lacruche croupit dans une cellule d'isolement à la prison centrale de Libreville. Qu'est-ce qui l'a amené là, concrètement? C'est la question qu'il se pose jusqu'à présent parce qu'il se trouve qu'un matin, le 3 décembre, des voitures de la Direction générale des services spéciaux sont arrivées avec quelques agents de la DGR pour l'arrêter, sans lui donner les motifs de son arrestation, sans lui dire les éléments sur lesquels il se basait pour l'arrêter. Il a été gardé à vue pendant 10 jours, donc au-delà des délais légaux, ensuite transféré à la prison centrale, sans que aucun de ses avocats n'ait accès au dossier, sans qu'on ne sache réellement, et lui, ni lui ni nous, pourquoi il est en détention. Mais ce qui est étonnant, c'est que quelques jours avant cela, il a été promu ministre. Ce qu'il faut dire, c'est que quelques jours avant cela, il a été mis en résidence surveillée. Parce que la promotion de ministre était juste le moyen par lequel il fallait le garder longtemps sous surveillance, sans que, après avoir mis en détention tous ses amis. Donc vous voulez dire, au moment où il avait été promu ministre, il n'était pas encore libre, il n'était plus libre de ses mouvements. Il n'était plus libre de ses mouvements. Étonnant quand même, hein, parce que lui-même n'a jamais clamé quoi que ce soit, il n'a jamais alerté quiconque de la restriction de liberté dont il faisait l'objet. Il a alerté ses avocats de ce fait-là. Je vous prends un exemple. Sa femme, pour sortir de la maison, devait monter une pièce d'identité. Avant de rentrer, devait être fouillée de fond en comble. Il était véritablement en résidence surveillée, il n'avait pas le traitement des ministres. D'ailleurs même, pendant qu'il était ministre, on a tenté une perquisition chez lui, alors qu'il y a des procédures à suivre en matière de procédure pénale lorsqu'il s'agit d'un ministre. Or, lui, pendant qu'il était ministre déjà, on lui déniait tout droit. Mais l'opération Scorpion qui a été lancée à l'époque permettait quand même d'arrêter pas mal de personnes. Et la plupart des gens qui étaient arrêtés étaient ses proches quand même. Donc lui-même devait se douter de quelque chose, non? Mais il se pose la question de savoir pourquoi justement tous ses proches étaient arrêtés. C'est pourquoi on doit... Donc vous reconnaissez quand même que c'était ses proches? Oui, ce sont ses proches. Ils ont un point commun d'ailleurs. La plupart des gens qui ont été arrêtés étaient membres de l'association des jeunes émergents volontaires, donc de la GEV dont il était le président. C'est le point commun qu'ils ont tous. Et c'est là où vous allez comprendre que la véritable raison de leur arrestation n'est pas financière. Parce que le point commun qu'ils ont n'est pas d'avoir géré le même budget. Le point commun qu'ils ont, c'est d'être tous membres d'une association politique. Et donc la raison réelle de leur arrestation n'est pas à trouver dans les finances, parce que c'est l'argument qu'on peut soulever pour appâter le peuple, pour emporter l'opinion. Dans un pays dans lequel la population souffre énormément, il suffit d'indexer des gens, de les désigner comme étant les voleurs de la République pour que le peuple applaudisse. Donc il fallait trouver un argument qui emporte la conviction populaire, alors que la réalité de l'arrestation est ailleurs. En tout cas, avant d'aborder les chefs d'accusation, parlons un peu des conditions dans lesquelles il a été arrêté et les conditions de détention aussi. Parce que vous avez dit que dès l'arrivée en prison, vous avez pondu un communiqué, vous, ces avocats, et vous disiez ceci, vous dénonciez la théâtralisation humiliante, je cite, je vous cite, la théâtralisation humiliante et infamante. Pourquoi est-ce que vous avez utilisé ces mots? Justement? Parce que vous savez, lorsque vous êtes en détention préventive, vous bénéficiez encore de la présomption d'innocence. On doit prendre toutes les mesures pour préserver votre honneur, préserver votre dignité. Or, tout avait été mis en place pour l'humilier. C'est la première fois, moi depuis que je suis avocat au barreau du Gabon, c'est la première fois que je vois des caméras rentrer dans le cercle de l'instruction. C'est-à-dire qu'on a mis en scène, pour tout vous dire, il n'était pas menotté à la base. Comme les caméras n'étaient pas prêtes, on a mis en scène sa sortie. Il fallait que tout le monde le voit menotté. On le mettait en ligne. Il était au départ derrière, on l'a mis devant. Les caméras sont rentrées dans la prison. C'est la première fois que ça arrive au Gabon, à minuit. Et on le met directement en isolement, dans ce qu'on appelle communément à Libreville le trou. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on veut l'humilier. Pourquoi on filme tout ça? Parce qu'il faut montrer à la face du monde que ce monsieur qui était peut-être puissant n'est plus rien.
Et donc, s'il n'y a pas de volonté d'infamie, s'il n'y a pas de volonté d'humiliation, on se pose la question de savoir comment des gens ont pu laisser faire tout ça. Mais quand vous dites qu'on veut l'humilier, vous êtes assez péremptoire, hein, et je vous laisse la responsabilité de cela, mais certainement que vous avez des éléments pour pouvoir prouver cela. Mais parlant encore des conditions de détention, décrivant les conditions dans lesquelles il était détenu, vous avez dit, il était coincé avec 2 co-détenus dans une cellule infecte de 9 mètres carrés au mur sale, couvert de moisissures, sans eau et avec en prime un trou servant de toilette. Fin de citation. C'était exactement cela ou bien vous en avez ajouté un peu? C'était exactement cela. Peut-être que c'est même plus adouci dans l'écrit. Mais les conditions dans lesquelles il est détenu, parce qu'elles n'ont pas véritablement changé. Les conditions dans lesquelles il était détenu les premiers jours étaient ignobles. Je ne souhaite même pas ça à mon chien. C'est-à-dire que pour une personne qui a occupé des fonctions importantes, même au nom du respect des valeurs de la République, lorsque vous avez occupé des fonctions importantes, on doit vous le reconnaître à un moment ou à un autre. Or, il a été traité comme la pire espèce. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un détenu aussi maltraité que Brice Lacuche Alianga aujourd'hui. C'est pourquoi on se demande quelle est la raison réelle, profonde de son arrestation. Elle ne peut pas être liée à la commission d'une infraction, sinon il y a des règles qui président à la détention des personnes qui sont poursuivies. Mais ces règles-là, on dit, il y a un quartier de fonctionnaires. La preuve, il était directeur de cabinet du président, donc haut fonctionnaire. Il était éligible au quartier des fonctionnaires. Pourquoi lui seul, tout le monde peut y être et pas lui? En tout cas, aux dernières nouvelles, les conditions de détention auraient changé. On a amélioré ces conditions de détention, sauf la visite à la famille, visite de la famille. J'apporte un rectificatif. Les conditions ont changé en ce qu'on a mis une couche de peinture sur le mur. Le reste reste. Vous êtes sûr que c'est juste cela? Juste une couche de peinture sur le mur et on a enlevé les 2 personnes qui étaient avec lui. Oui, mais ça a changé quand même. Et ça a changé parce qu'on a mis une couche de peinture? Non, c'est toujours infamant. Non, parce qu'il est désormais seul dans la cellule parce qu'il est seul dans la cellule, mais oui. Vous voyez, il est seul 24 heures sur 24. C'est de l'isolement pur et dur. Pur et dur. Il ne peut même pas marcher. Il ne peut pas se balader dans la cour. Il n'a pas de cour, pour tout vous dire. Et donc, et vous savez, l'isolement, ça rend fou. Lorsqu'on vous met tout seul dans une pièce, vous faites tout sur place, vous ne pouvez pas bouger, vous restez 24 heures sur 24 à ne parler à personne, vous n'avez même pas une table où vous pouvez écrire. Excusez-moi, le but, c'est peut-être de l'affoler. Mais ce n'est pas de le détenir dans des conditions qui respectent la dignité humaine. Même si vous semblez nuancé, je persiste, je dis encore que quand même ça s'est amélioré un tout petit peu, mais ce n'était pas du fait des avocats que vous êtes, parce que c'était du fait de l'intervention du consul de France. Il faut dire qu'en raison de sa nationalité française également, il bénéficie de la protection consulaire. Cette protection qui vérifie que les personnes sont dans des conditions à peu près honorables. Et c'est au nom de cette intervention-là, je dois le reconnaître, oui, qu'on a mis une couche de peinture et qu'on a enlevé les 2 personnes qui étaient avec lui. Mais vous étiez les premiers quand même à dénoncer cela. Pourquoi ça n'a pas changé avec votre intervention? Est-ce à dire que nous sommes dans une procédure normale où on vous écoute, on respecte les droits du prévenu et ainsi de suite? Nous ne sommes pas dans une procédure normale, on ne nous écoute pas, on ne respecte pas les droits de la défense. Je vous prends un exemple, j'écris aux 2 juges d'instruction qui sont en charge de son dossier pour demander à accéder au dossier. C'est qu'un élément essentiel pour la défense, de savoir ce qu'il y a dans le dossier pour pouvoir défendre notre client et pour que lui-même déjà puisse répondre aux charges qui pèsent sur lui. Le juge d'instruction me dit pas question. C'est la première fois que je suis obligé de défendre quelqu'un sans savoir ce qu'il y a dans le dossier. On suppute, on sait juste une chose, on nous a donné les infractions pour lesquelles il était poursuivi, mais on ne donne pas les charges. On ne dit pas ce qu'il y a contre lui pour savoir pourquoi, oui ou non, il peut être poursuivi pour détention. Est-ce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous avez eu accès à ce dossier? Je n'ai jamais eu accès à ce dossier. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, je vous dis, je fais des pieds et des mains pour avoir le dossier, et ce n'est pas possible. Mais lorsque vous êtes poursuivi, le code de procédure pénale vous dit, en priorité, on doit vous dire les faits qui vous sont reprochés. Monsieur Brice Lacuche Alianga est détenu à la prison de Libreville sans savoir pourquoi il y est. Il est poursuivi. Peut-être qu'il le sait, peut-être lui. Non, il ne sait pas. Parce qu'il y a eu des éléments avant-coureurs quand même qui montrent qu'il y a quelque chose. Non, il ne sait pas, il ne peut pas savoir, pour une raison simple. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics. Ah oui, il était directeur de cabinet du président de la République et cette fonction ne donne pas la possibilité de gérer un compte public. Comment vous pouvez détourner des fonds que vous n'avez pas? Si on ne nous explique pas le dysfonctionnement qu'il y a eu dans la République, on ne peut pas comprendre qu'un monsieur qui n'avait pas la gestion des comptes publics puisse être en détention pour détournement de fonds publics sans montrer une chaîne de responsabilité. Mais est-ce que vous avez fait le lien entre ceux-là qu'on a arrêtés d'abord
avant d'en arriver à lui. Parce que c'était ses proches Exactement. à qui on reproche aussi des malversations financières. Exactement. Et ils sont plus d'une vingtaine en détention aujourd'hui. Leur particularité, pour la plupart, c'est d'avoir été membre de la GEV, l'association dont il était président, une association politique, dans laquelle, a priori, sauf si on nous dit désormais qu'une association politique, même du côté du pouvoir, gère les fonds publics, dans laquelle il n'y a pas de fonds publics. En revanche, on aurait pu dire qu'il y a une association des malfaiteurs, et donc tous sont liés par la même infraction. Non. Chacun d'eux, on leur reproche une infraction distincte. On aurait pu dire qu'ils sont en complicité et que leur responsabilité au sein de l'appareil d'État a fait que leur chef leur demandait de détourner de l'argent. La réponse est non. En tout cas, Maître Zibou, ils n'ont pas de compte public, justement. En tout cas, depuis que cette affaire a commencé, on vous a beaucoup entendu, mais on constate que vous n'abordiez pas le fond. Vous étiez sur la forme, les conditions de détention, les conditions d'arrestation, la théâtralisation. Aujourd'hui, nous allons aborder le fond, en tout cas, je vous donnerai lecture des chefs d'accusation et vous allez nous dire où est-ce que vous vous trouvez par rapport à ces chefs d'accusation. Mais avant, nous allons marquer une pause. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On marque une pause et on vous retrouve dans quelques instants.